Annie Chapelier, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous sur notre antenne ce matin. Je rappelle, comme je le disais à nos auditeurs il y a quelques instants, que vous participez actuellement à un voyage organisé par l'association Elnet en Israël. Vous êtes député du Gard de la République En Marche et membre de la commission des affaires étrangères du Parlement israélien. Et c'est la deuxième fois que vous êtes en visite en Israël. Alors tout d'abord, votre sentiment lorsque vous visitez Israël, est-ce que véritablement on peut percevoir un décalage entre la réalité israélienne sur le terrain et celle qui est décrite sur le petit écran ou dans les couloirs de l'Assemblée nationale? Oui, c'est la première chose effectivement qui frappe quand on vient en Israël, c'est ce décalage entre une réalité, en fait, du moins ce que l'on aperçoit, on en aperçoit ici en Israël et l'image que véhiculent les médias constamment focalisés dans le conflit israélo-palestinien, quelque chose qui paraît loin et très proche en même temps quand on est dans Jérusalem ou dans Tel Aviv. Venir en Israël, c'est avant tout une véritable fascination pour un pays qui a réussi à pousser au milieu du désert, qui a réussi, enfin, lorsque l'on voit, quand on est sensible comme moi à l'écologie, à l'environnement, lorsque l'on voit ce que Israël a réussi à faire d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue agricole et au niveau de la gestion de l'eau dans ce pays qui pourtant est très défavorisé par la nature, je parle environnementalement, bien entendu, on peut être fasciné. Alors, je vais tout d'abord vous demander si c'est possible de demander à vos collègues de parler un petit peu moins fort, qu'on puisse mieux vous entendre sur notre antenne, parce qu'on entend pas mal des bruits de fond, là. On comprend que vous êtes dans le bus. Alors, et que vous êtes d'ailleurs, si je ne m'abuse, en direction... Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Oui, je vous entends très bien, moi. Voilà, alors en direction du mémorial du Yad Vashem, si je ne m'abuse. Vous avez déjà, depuis votre arrivée dimanche en Israël, rencontré des personnalités israéliennes. Qu'est-ce qui vous passionne, on va dire, en Israël, et ce qui, d'un autre côté, vous gêne un peu au niveau de la politique actuelle de l'État d'Israël? Vous êtes direct. Pour les aspects positifs, c'est cette résilience économique permanente qui est absolument fascinante et subjugante. Par ailleurs, avoir réussi à créer une démocratie, un État laïque, pour moi qui suis une femme et très engagée dans la cause de l'égalité femmes-hommes, être dans un pays orientale qui met une place entière aux femmes est quelque chose également que je ne peux m'empêcher de souligner à chaque moment, à chaque instant dans les rues de Jérusalem ou de Tel Aviv. Pour ce qui dérange, c'est l'analyse politique, géopolitique qu'a Israël vis-à-vis de ses ennemis et des personnes à combattre dans le monde, et en particulier son insistance sur la dangerosité de l'Iran, qu'en Europe nous ne négligeons pas, mais que nous ne plaçons pas dans une même hiérarchie qu'ici en Iran. Ça veut dire, en fait, vous avez du mal à comprendre ou à concevoir, par exemple, les craintes exprimées à de multiples reprises et depuis de nombreuses années par Binyamin Netanyahou quant à la menace du nucléaire iranien? Par exemple, cette menace, il faut vraiment la prendre au sérieux, et c'est vrai que l'Iran ne respecte pas ses engagements. Par ailleurs, on ne peut pas, nous les Européens quand même, avons tout fait pour maintenir les accords de Vienne, car nous pensons que on ne peut pas à un moment décider de mettre à l'écart totalement un pays. Et au contraire, il faut constamment essayer de construire quelque chose avec lui, surtout un pays comme l'Iran, qui est un des berceaux de l'humanité et qui porte une civilisation multimillénaire tout aussi inouïe que celle que nous avons ici. Même si ce pays, qui est donc le porteur d'une civilisation effectivement antique, eh bien, menace de destruction un pays qui est aussi porteur d'une civilisation peut-être même plus ancienne encore, comme l'État d'Israël. Oui. Alors ensuite,
Parce que la menace, elle est existante. Les dirigeants iraniens ont menacé à de multiples reprises l'État d'Israël d'extermination, et s'ils devaient obtenir la bombe atomique, la bombe nucléaire, eh bien, ils auraient potentiellement la possibilité de réaliser leur menace. Potentiellement, voilà, vous parlez au conditionnel, et en réel politique, le conditionnel est quelque chose d'essentiel. Il y a toujours la menace, et puis il y a la réalité. Et excusez-moi d'être un peu pragmatique, peut-être un peu simpliste, mais pour nous autres occidentaux, c'est vrai que les ennemis d'Israël ne se limitent pas à l'Iran, et ce n'est pas parce il est en train d'aller vers le chemin peut-être de la bombe atomique qu'il est le plus dangereux. La cyber-guerre est tout aussi dangereuse, prend d'autres formes et vient d'autres pays, et là-dessus, Israël est à la pointe d'ailleurs dans la lutte contre cette cyber-guerre. Oui, mais les Iraniens n'ont jamais, les Iraniens, Anne Chapelier, n'ont jamais menacé de détruire la France, de détruire l'Europe. Ils menacent nommément Israël. Les Iraniens nomment effectivement expressément Israël. D'autres pays veulent également la fin d'Israël, ne le disent pas. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas tout autant dangereux et intentionnés dans leur idée de détruire Israël. Ce n'est pas celui qui abat ses cartes qui est finalement le plus dangereux, qui montre le plus les dents, qui est le plus dangereux. Voilà l'analyse que j'ai pour ma part et qu'ont beaucoup d'Européens. Alors comment vous réagissez vous réagissez par exemple aux propos de Benjamin Netanyahou qui, après les déclarations de Federica Mogherini il y a 2 jours, disant qu'il fallait tout faire pour maintenir l'accord de Vienne, eh bien, avait dit qu'il ressentait de la part des Européens aujourd'hui face à l'Iran le même genre de complaisance qui ont existé au moment dans les années 30 lorsque les nazis prenaient de plus en plus d'ampleur face à une Europe qui n'existait peut-être pas encore, mais en tout cas des pays européens et en particulier peut-être comme la France et la Grande-Bretagne qui ne réagissaient pas et qui ne faisaient pas face à cette menace du nazisme à l'époque? Je ne voudrais pas reprendre une conversation que nous avons commencé à entamer parce que vos auditeurs, évidemment, ne peuvent pas en connaître la teneur, mais la réponse serait quand même un petit peu développée et un peu longue parce qu'on ne peut pas répondre de façon abrupte à une telle comparaison qu'elle a fait Benjamin Netanyahou. Mais je dirais déjà en substance que amener constamment ce type de comparaison dans un contexte géopolitique où tout le monde dit actuellement que nous sommes dans une ambiance mondiale qui a beaucoup de similitudes avec celle qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, finalement ne fait qu'apporter de l'eau à un moulin qui se voudrait pré-conflit, enfin, en avant d'un conflit à venir que nous pourrions éviter si nous avions un peu plus de discernement. La difficulté, et le mot difficulté est beaucoup trop faible, c'est que nous ne savons jamais quel est le bon discernement. Et là-dessus, l'analyse de Benjamin Netanyahou, que je respecte complètement, et c'est vrai qu'il a des raisons d'avoir certaines craintes, se focalise entièrement sur ce pays. Pour nous, quand même, l'ennemi protéiforme, multiforme, totalement insidieux qu'est Daesh, est beaucoup plus inquiétant que l'Iran. Oui, mais encore une fois, Daesh... On pourrait vous reprocher de ne pas davantage vous inquiéter de l'État islamique, des différentes formes qu'il prend et des pays où il se nourrit, comme l'Arabie Saoudite, par exemple. Mais Daesh ne menace pas l'existence d'un pays et ne dispose pas peut-être dans un proche avenir des moyens pour le détruire. Daesh peut représenter une menace, mais c'est une menace totalement monolithique où le seul danger serait nucléaire. La guerre froide est existentiel, danger existentiel. Voilà, existentiel. La seule utilisation que l'humanité a faite de la bombe atomique remonte à 70 ans. Et depuis, beaucoup de pays se sont armés de l'arme nucléaire et ne l'ont jamais utilisée. C'est l'arme de dissuasion par excellence. Donc, estimer que l'Iran va changer son braquet et lui devenir quelqu'un d'actif avec cette arme nucléaire, quelque part, est assez incohérent. Car ils ont, tout autant que n'importe qui, les enjeux, les conséquences à l'esprit de l'utilisation de cette arme nucléaire. C'est une arme de dissuasion. C'est peut-être pour cela que nous autres Européens avons
n'exprimons pas autant de crainte vis-à-vis de cela. Mais cela ne signifie pas que ce n'est pas inquiétant. C'est simplement qu'on ne peut pas toujours se focaliser sur un seul pays, alors que la menace est multiforme. Alors, elle vient d'une infinité d'autres pays qui, pour nous paraissent beaucoup plus dangereux. Alors, que fait Daesh dans nos sociétés, oui, en transformant profondément le rapport entre les personnes, est quelque chose qui nous paraît beaucoup plus dangereux. Alors, peut-être qu'après votre visite au mémorial du Yad Vashem, vous aurez peut-être une autre approche et vous comprendrez peut-être de manière différente. Je ne pense pas que nous parlions de l'Iran au mémorial du Yad Vashem. Non, mais on parle de la menace de destruction du peuple juif et dont l'État d'Israël est garant aujourd'hui. Je voudrais vous poser une autre question concernant lorsque l'on visite en Israël et que l'on voit l'État d'Israël aujourd'hui, lorsque l'on comprend les changements politiques et géopolitiques intervenus dans la région. Vous parliez de l'Arabie Saoudite il y a quelques instants. Vous comprenez qu'aujourd'hui, finalement, eh bien, les choses changent dans la région, alors que apparemment, l'administration américaine semble le comprendre, l'administration actuelle de Donald Trump, mais du côté français, même du côté européen, on a l'impression que rien n'a changé au Proche-Orient et que l'on reste solidement assis sur les mêmes principes, à ne pas modifier, comme si rien ne s'était passé en Syrie pendant 6 ans, comme si rien ne s'était passé donc face à l'Iran. On ne peut pas dire cela, on ne peut pas dire qu'on agit comme si rien ne s'était passé. Par contre, on ne peut pas non plus... les Français se piquent d'être un peu les garants, pas les garants, mais les porteurs des droits de l'homme, même si ce qui est quand même assez français de s'arroger des vertus que d'autres pays partagent largement. Par exemple, la peine de mort, l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes, les arrestations arbitraires, les arrestations politiques qu'il y a en Arabie Saoudite, l'implication de la famille de Mohamed Ben Salam dans la mort de Khashoggi sont quand même des exemples assez parlants que les droits de l'homme, justement, ne sont pas respectés, même si il semblerait quand même qu'il y a une partie de la population qui soit vraiment dans une volonté d'avancer et de sortir de ce schème ancestral. Mais encore une fois, oui, c'est-à-dire on peut pas comparer parce que là vous me parlez des droits de l'homme en Arabie Saoudite, et moi je vous parle de problèmes sécuritaires existentiels, d'un front commun des pays arabes modérés, des pays sunnites modérés qui redoutent eux aussi, comme Netanyahou et comme les Israéliens, une menace iranienne. Vous parlez des sunnites modérés, mais après il y a des sunnites extrémistes et justement Daesh et d'un sunnisme extrémiste. Et il existe. Il ne faut quand même pas nier le conflit en Syrie, l'implication des Kurdes, par exemple, contre cet ennemi-là, le prix qu'ils en ont payé. Vous ne pouvez pas non plus l'effacer de la carte. Et là, on ne parle pas de crainte. Là, on parle de réalité, on parle d'actualité, on parle de présent. Donc, on ne peut pas réduire à un seul problème, une situation de complexité inouïe, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, où chacun est impliqué et a des enjeux qui ne sont pas toujours les plus probeux, les plus honnêtes. Il y a souvent, malheureusement, derrière beaucoup d'enjeux économiques. Dès lors que les États-Unis entrent en jeu, il y a toujours en priorité un enjeu économique davantage que sécuritaire. C'est la façon de fonctionner des Américains. C'est un peu la même politique que la France aussi. Il y a toujours des enjeux économiques. La politique arabe la politique arabe de la France est conduite par des intérêts économiques. On peut pas. Moi, j'ai l'immense bonheur d'être de double nationalité. Je suis française et canadienne. Oui. Et justement, les Canadiens sont des Américains très différents des Américains. Mm-hmm. D'ailleurs, ils n'ont même pas de nom, ces Américains, qui portent le nom d'un continent. Mais il y a une approche de l'existence, du quotidien, du développement d'un pays qui est très différente de celle des Européens, avec lesquels nous avons énormément de similitudes. Nous partageons les mêmes valeurs avec les Canadiens, mais par contre, nous n'avons pas la même approche économique. Et les Américains, c'est également
la même chose. Ils sont très très différents de nous autres Européens. Donald Trump qui nie le changement climatique, alors que en France, quand même, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante, pour ne pas dire qui devient quasiment universelle, en se disant tout cela est bien gentil, mais quand il fera en permanence 45 à l'ombre, comme les canicules que nous venons de connaître en France, qui ont profondément marqué les esprits, eh bien, on aura peut-être une autre façon de fonctionner. Il n'y a pas qu'un problème, je le répète. C'est là, en ce sens, que nous divergeons de l'analyse d'Israël, ce qui n'empêche pas que pour nous autres Français, Israël est un pays allié, ami, frère, pour beaucoup de points. Et moi, en tant que citoyenne française, j'ai le cœur déchiré lorsque je vois, comme tout un chacun, les conflits qui soient individuels, comme les attaques antisémites qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus nombreuses en France, vis-à-vis des personnes ou vis-à-vis des monuments. Et quand je vois combien fragile est Israël, entouré d'ennemis potentiels ou d'amis de fraîche date. Eh bien, Anne Chapelier, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de dialoguer avec nous ce matin sur notre antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite donc une bonne continuation dans ce séjour. Donc, comme je le rappelais, qui est organisé par l'association Elnet et qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir, on va dire, sur le terrain la réalité israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. On découvre en permanence Israël. Je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.